riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté. Ce dépotoir a été fermé parce que nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question. Tous les services qui accueillent, on ne voit pas circuler les bêtes comme ça, qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin. Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau. Donc, du coup, je pense véritablement qu'il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine. Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions. Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours. Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 6 mars de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants. Merci de nous choisir pour ce 3e numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitogbe Kokou Tomiga assure la mise en onde et je suis au micro Pascal Losso. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Radio Daoula Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénin. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes en studio. Vous savez que nous sommes au mercredi. Mercredi, Sylvestre Béniel. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. Oh oui, ça va. Mais si vous le permettez, ça fait 2 ans. 2 ans que un de nos confrères qui a souvent l'habitude donc, de rester juste à côté de moi. Je veux parler donc de Joël Vignon-Ega, nous a quittés. 2 années jour pour jour, donc j'ai eu une pensée forte, pieuse à sa famille et surtout à ses enfants. C'est très important. C'est tout le Club de la Presse qui a cette pensée pieuse vraiment à sa famille et également à ses enfants, tel que vous l'avez dit. Alors, toujours de ses acquis, Abassi Saka, bonjour. Oui, jaloux de mes acquis. Justement, jaloux de ses acquis, j'allais dire. Oui. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Pascal. Je salue tous les auditeurs et autrices de la radio qui nous suivent en ce moment. Et je salue... Je ne vais pas vendre la mèche pour le moment, donc on va voir après. Peut-être que je ne vais pas faire la révélation. D'accord. Mais il faudrait aussi que nous pensions toujours à notre confrère. Joël, les gars, tous les mercredis, on est ensemble ici. Bon, Dieu a décidé autrement. C'est lui qui décide. Nous prions qu'il soit dans de meilleures conditions au niveau du royaume de Dieu. Ainsi que tous les autres confrères avec qui nous partageons aussi ce plateau, nous leur rendons hommage. On se souvient également de Tchakala. Voilà. Beaucoup d'entre eux qui sont... Lucien Diossou. Beaucoup. Donc, on prie pour eux qu'ils restent en paix là où ils sont. Paix à leur âme, c'est important. Alors, vous l'avez dit, vous ne voulez pas vendre la mèche, mais puisque je pense que c'est moi plutôt qui ai le privilège d'annoncer cela. Alors, Merveille Messan, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour très chers auditeurs et auditrices de Canal FM. Voilà, Santé Éducation a décidé alors de nous envoyer une voix féminine, cette fois-ci parce que, allez, nous sommes dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois alors de la femme, puisque nous savons que la journée du 8 mars est consacrée aux droits de la femme. Et donc, Santé Éducation s'est dit, écoutez, ce serait très important quand même qu'on vous envoie une femme cette fois-ci. Merveille, tu représentes bien cette voix féminine. Merci Pascal, je suis honorée et tu l'as bien résumé. Nous sommes dans une semaine qui honore la femme. Donc, d'où ma présence ici dans ce studio. Donc, on est là pour parler de notre journal, des titres qui sont là. Et nous allons aujourd'hui parler principalement des bonnes pratiques pour vaincre le surpoids et l'obésité. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi et nous sommes très heureux aussi de t'avoir comme invité de Santé Éducation alors dans ce studio. Alors, c'est vrai que Santé Éducation est sortie ce matin et déjà à la une alors du journal, nous lisons bonnes pratiques pour vaincre surpoids et obésité. Et donc, vous vous attaquez au surpoids et à l'obésité ce matin. Qu'est-ce que c'est l'obésité ou le surpoids et comment vaincre cela? Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Aujourd'hui, nous allons, comme je viens de le dire, nous allons parler des bonnes pratiques pour vaincre le surpoids et l'obésité. Mais avant d'aller dans les détails, nous devons savoir ce que c'est que le surpoids ou l'obésité. Alors, au prime abord, sachant qu'une personne en surpoids est une personne malade et que le surpoids se définit comme l'excès ou l'accumulation du taux de graisse dans l'organisme. Et pour aller un peu plus loin, ça se calcule à base de l'indice de masse corporelle, de l'IMC. Donc, nous allons aller un peu dans les détails dans mon exposition. Alors, quelles sont les causes et les facteurs de l'obésité? Aujourd'hui, on est dans une société togolaise. Qu'est-ce qu'il peut amener les gens à être obèses ou être grosses? Quelles sont les causes qui expliquent cela? Alors, premièrement, nous allons parler de l'hérédité. Il y a des personnes, un enfant par exemple, qui naît d'un parent qui a souffert de l'obésité, par exemple, a de fortes chances que cet enfant soit né gros, développe aussi des facteurs de l'obésité. Merci. Alors, nous avons également la sédentarité. La sédentarité veut dire que nous qui sommes dans le bureau, par exemple, nous allons au boulot de lundi à vendredi, de 7h à 17h. Alors, ces personnes qui sont dans le bureau bougent moins. Dans leur activité, peut-être à la pause, sont toujours, peut décider d'aller marcher, mais de quelle manière? On ne marche pas, on préfère prendre encore un moyen de transport pour pouvoir aller manger, par exemple, et de revenir. Au lieu de prendre les escaliers, on préfère prendre les ascenseurs pour vite arriver. Donc, ce sont les facteurs qui causent l'obésité. Les dames qui sont au marché, qui s'assoient devant leur étalage toute la journée pour pouvoir vendre, elles sont mobiles. Elles ne bougent pas. Donc, ce sont des raisons, les causes qui justifient l'obésité. Également, nous n'oublions pas que nous sommes dans une zone urbaine et qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, si je peux le dire comme ça, les élèves, tout le monde a un moyen de transport. Les boîtes de conservation, on est plus tenté à prendre tout ce qui est conservation que tout ce qui est naturel, tout ce qui est légumes, tout ce qui est frais qu'on peut retrouver vite fait. Et c'est dommage qu'on retrouve encore ce mode de vie-là dans les zones rurales, dans nos villages. Aujourd'hui, on est étonné d'aller dans un village et de voir que voilà, ils ont tout ce qu'il faut en conservation pour vivre une vie urbaine. Mais ce sont dans les villages. Avant, il n'y avait pas ce genre de pratique. Mais maintenant, au Togo, la situation elle est un peu criarde. L'année passée, lors du lancement du MABES, nous avons fait une petite campagne de sensibilisation et de dépistage. Nous avons constaté que 90% des femmes qui étaient là étaient en surpoids, et principalement les femmes. Quelle est la raison? Quelles sont les pratiques? Et ces personnes-là développent des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, etc.
Donc, ce sont tous ces facteurs qui font qu'on gagne en poids. Et maintenant, la situation au Togo, comme je le disais aussi, le Togo, notez bien que le Togo est classé parmi les pays dans lesquels il y a plus de personnes en surpoids. Le Togo occupe la 2e position dans l'Afrique de l'Ouest, après le Ghana. Donc, ce sont des chiffres. Et ce n'est pas bien quand même, hein, puisque si dans le classement, on doit, pour ce qui est négatif, c'est-à-dire des personnes en surpoids, et que nous devons occuper la 2e place, je pense quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous faisons toujours la prévention en parlant, sensibilisant, surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à un âge, les seniors sont déjà à un âge donné, mais qu'en est-il de nous les jeunes? Comment est-ce que nous mangeons? Comment est-ce que nous faisons le quotidien? Est-ce que nous faisons assez de sport? Nous marchons, comme je le disais aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes avant d'aller à l'école, bien pour se déplacer de leur maison vers leur école, prennent des moyens de déplacement. Tout à fait. Or, avant, on avait cette possibilité-là de marcher, de brûler un peu de gras avant d'arriver, et le retour aussi de la même façon. Voilà, avec les moyens de déplacement aujourd'hui, même quand on veut acheter quelque chose ne serait-ce qu'à 500 mètres ou à 100 mètres, on préfère aller avec un moyen de déplacement et aussi avec les olés, enfin les émidiants, olés et tout. Aujourd'hui, on est tous en déplacement avec ces moyens de déplacement, bien sûr. Alors, vous vous intéressez aussi à la dépression dans votre journal aujourd'hui, et vous parlez de 7 conseils pour aider une personne dépressive. Voilà, nous parlons avant d'aller sur la dépression. Quand on parle des bonnes pratiques, quand on parle de surpoids, il y a contrairement des bonnes pratiques qu'il faut adopter. On peut parler de l'alimentation, donc de ne pas sauter les repas, de manger bien le petit déjeuner, un plat équilibré, le midi, manger bien, et le soir, de manger léger. Également, nous pouvons énumérer le fait de se coucher tôt et de se lever plus tôt pour faire des exercices physiques. Les exercices physiques de rien du tout, de 5 minutes, de défoulement, d'échauffement, juste pour booster le corps et de bien entamer la journée. Et je pense que c'est une question de discipline et aussi de détermination. Et il suffit tout simplement alors de faire le programme et de se discipliner également pour ce programme. C'est ça. Donc, on a aussi également parlé des conseils. On a énuméré quelques conseils pour aider une personne dépressive. Alors, une personne dépressive, c'est une personne qui souffre des troubles mentaux, qui nécessite le soutien et la compréhension des proches afin d'accélérer le processus de guérison. Alors, il est demandé d'écouter, d'avoir une écoute attentive envers ces genres de personnes, de ne pas éviter surtout les jugements. Écouter simplement sans juger, parce que ces genres de personnes ont besoin de se confier, et également prendre du temps pour soi-même. Nous, les personnes même qui assistons ces malades en question, nous devons avoir le temps, sinon nous-mêmes on risque de faire une dépression. Donc, on laisse les détails dans le journal. Bien sûr, ceux qui veulent lire ces articles en détail, il suffit simplement alors de se procurer alors du journal. Et vous faites aussi un clin d'œil à Madame Salako Ayaba, sage-femme d'État et spécialiste alors des maladies mentales dans le district sanitaire d'Aguanivé. Tout à fait. Alors, nous faisons un portrait de cette dame honorable-là qui fait beaucoup, qui est une professionnelle et qui arrive à joindre sa vie familiale à sa vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, on est dans une semaine, comme vous voulez de dire, une semaine qui honore la femme en question. Alors, nous voulons prendre exemple sur cette dame-là et passer le message aux autres femmes qui sont dans d'autres secteurs que nous savons le travail qui est fait derrière. Nous savons que ce sont des femmes braves, ce sont les femmes qui éduquent toute une nation, qui éduquent les enfants et qui participent au bien-être de la famille. Premièrement, commençons par l'alimentation. Tout ce que nous préparons, par exemple, nous avons parlé aussi des frites, d'éviter la consommation des frites le soir. Alors, ce message est pour nous les femmes, parce que nous détenons la clé de nos foyers, de nos cuisines. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer pour le monsieur pour qu'il soit en bonne santé? Qu'est-ce qu'il faut pour les enfants, pour que les enfants grandissent bien et en bonne santé? Donc, d'éviter les fritures les soirs. Et
je profite également pour adresser un message à nos jeunes sœurs, surtout, qui aujourd'hui ont pour modèle les influenceurs, influenceuses, qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas forcément vrais, qui ne pourront pas aujourd'hui certifier leur source de revenus parce qu'elles donnent une autre impression que voilà, j'ai mon entreprise de 1 mois et ça m'a fait générer 1 million. Ce n'est que du mirage, vous voulez dire. Donc, je lance un appel à nous, les jeunes filles, d'être conscients, de prendre vraiment l'exemple sur nos sœurs qui travaillent vraiment. Par exemple, la dame, la sage-femme, Madame Salako Ayaba, elle est sage-femme d'État spécialiste des maladies mentales. C'est un cas spécial, un cas rare. Alors, de prendre exemple sur ces genres de femmes qui s'adonnent à leur vie professionnelle, qui s'adonnent à leur vie de famille et arrivent vraiment à joindre les deux bouts. C'est des modèles. Voilà. Alors, Merveille, tous ces articles dont vous venez alors de faire cas avec des explications aussi à l'appui sont à retrouver alors dans votre journal d'aujourd'hui et c'est à quel prix et si nous voudrons aussi les retrouver en PDF, sur quel numéro on peut les retrouver? Voilà, l'article en version papier est disponible à 1000 francs. La version numérique est disponible sur le site de Santé Éducation www.santé-éducation.tg à 500 francs. Alors, vous pouvez nous contacter sur le 96, le 14, 97, 97, le 91, 79, 47 07. D'accord, merci beaucoup Merveille, merci d'être passé dans cette émission. C'est avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir. Nous vous attendons également le mercredi prochain pour toujours faire cet exercice-là avec vous. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Merveille. Merci à vous. Et vous passez une bonne journée. Pareillement. Voilà. Alors, chers confrères, nous revenons alors ici en plateau, bien sûr, pour nos débats habituels avec l'actualité et tout. Et, nous savons que hier, il y a déjà à l'Assemblée nationale la première session ordinaire de cette année 2024 a été officiellement ouverte et c'est bien sûr par les députés de la 6e législature. Il y a beaucoup de polémiques, il y a des gens quand même qui disaient mais écoutez, Sylvestre, que les députés sont déjà à leur fin de mandat depuis le décembre dernier. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ces députés continuent encore une session et ouvrent une session? Non, écoutez, je crois qu'il y a une disposition de la Constitution qui donne droit à ces députés-là d'être là en attendant donc la prise de fonction effective donc, de leur succession. Je crois que c'est l'article 52, l'alinéa 10 ou 11, oui, donc qui le dit. Et donc, bon, est-ce à dire qu'ils doivent légiférer? Je crois que tant qu'ils sont là, donc je crois que la nature ayant horreur de vide, ils peuvent, en attendant donc, puisqu'il y a un glissement de calendrier en ce qui concerne donc, les élections législatives, donc je me dis qu'ils peuvent continuer à travailler pourvu que cela participe donc à l'ancrage démocratique, participe donc au bon déroulement donc du pays. Donc je crois avec cette session qui doit normalement durer 4 mois, donc ils auront à faire beaucoup de choses, sauf que les élections également se profilent à l'horizon, notamment le 20 avril. Donc je ne pense pas qu'ils feront donc la plénitude de la totalité donc des 4 mois. Je ne pense pas, mais en attendant, s'il y a des dispositions, s'il y a des propositions donc de loi ou des projets de loi qui sont donc sur la table des députés, bon, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient, pourvu que, tel que je l'ai dit, cela participe donc à l'ancrage démocratique, participe donc au bon fonctionnement donc de la République. Donc voilà, mais si il doit prendre donc des dispositions qui véritablement ne vont pas donc dans l'aspiration profonde donc du peuple togolais, c'est là où on trouvera bien évidemment à dire. Et déjà, il y a des rumeurs en ce qui concerne donc une fameuse disposition qui serait donc sur la table donc de la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, des rumeurs donc, de modification donc, de la Constitution. Bon, tout le monde va dans tous les sens.
Et il y a certains qui disent que il y a même des projets donc de septennat, de lever donc le verrou de limitation du mandat et tout. Mais je vais observer que à la dernière modification de la loi, la dernière révision donc constitutionnelle, il y a aujourd'hui ici, il faut encore modifier la limitation de mandat ou tout ce qui concerne donc la limitation de mandat. Il faut aller nécessairement à un référendum. C'est ce que les tests sont prévus aujourd'hui. Avant de modifier la Constitution pour donner peut-être carte blanche à quelqu'un donc de faire plus que 2 mandats prévus aujourd'hui par la Constitution, il faut donc qu'on convoque donc le peuple togolais pour aller dans les urnes et se prononcer par référendum. Alors je crois que ça c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les tests, il y a les contests, il y a aussi les manières de contourner les tests. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On veut véritablement que les choses soient officielles avant donc de nous prononcer. Donc pour l'instant, je crois que c'est le président de la République, donc le monsieur Fonya Singbe, n'a que un mandat, n'a qu'un mandat à faire si d'aventure. Il est candidat donc à sa possession en 2025. Donc il lui restait juste un mandat. Mais d'ici là, on verra si les choses vont peut-être évoluer négativement. Mais restons pour l'instant à l'état. L'état actuel, c'est que il y a limitation donc du mandat. Et je veux véritablement aussi, si vous voulez, peut-être je termine par là, que ce que nous avons chez nos voisins donc de l'Est, je crois que c'est la meilleure. Puisque là, il est dit, nul ne peut faire plus de mandat dans sa vie. Vous voyez que c'est fort, c'est véritablement bétonné. C'est-à-dire que lorsque tu prends donc le fauteuil présidentiel, tu fais un mandat, c'est-à-dire dans ta vie, tu ne pourras jamais faire au-delà de 2 mandats. Et c'est pourquoi certains même avaient souhaité... Parce qu'il y a d'autres personnes également. Justement, il y a tellement de compétences dans chaque pays. Et c'est pourquoi certains même avaient souhaité qu'on puisse mettre en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais tout cela, ce sont que des détails. C'est maintenant consacré, il y a 2 mandats. Et puis on verra si d'aventure certains veulent encore modifier ces dispositions. Abbas, aujourd'hui, la 6e législature est en droit d'ouvrir cette session qui a été ouverte hier. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas encore eu de nouveaux députés élus, puisque les tests les autorisent à continuer. Et il faut reconnaître que la session est complètement différente de la législature. Lorsque vous avez un mandat et que les sessions s'ouvrent, en principe, ils devaient finir leur mandat depuis janvier dernier, mais comme les choses... Le 31 décembre. Voilà. Comme tout a été, il y a un glissement de calendrier, il y a des tâches à exécuter au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, alors qu'il faut ouvrir la session de l'année, et c'est ce qui a été fait hier, en attendant, ce n'est pas sûr que tout ce qu'ils ont dit comme... plusieurs projets de loi et propositions qui sont sur la table de l'Assemblée nationale se seraient épuisés avant qu'ils ne partent. Dès que l'élection du 20 avril aura lieu et que les prochains députés seront installés, ce n'est plus la peine pour eux de continuer parce qu'il y a une nouvelle législature qui est arrivée pour les remplacer. Et là aussi, il faut signifier qu'il y aura la session de droit qui va donner plutôt la relève à la nouvelle législature. Il y aura une session de droit et cette session de droit c'est certainement qu'elle viendra mettre à plat tout ce qui a été fait, puisque c'est la nouvelle législature qui commence, pour que on puisse savoir ce qu'il y a à faire pour cette législature-là. Pour le moment, les différents projets de loi et la proposition de modification de la Constitution qui a été mise sur table là, je ne pense pas que ça doit être... C'est avancé. Parce que on ne peut pas modifier une loi dans la session parlementaire en même temps parce qu'il faut des études, il faut des commissions qui travaillent sur ça d'abord. Tout un processus avant d'arriver au niveau de la plénière pour modification. Aujourd'hui, beaucoup de choses... Les gens sont maintenant occupés à aller à ces élections. Les préoccupations, c'est là, pour aller à ces élections du 20 avril. Et on lance, c'est parce qu'on ne peut pas laisser comment on appelle ça, un vide juridique sur les sessions, que cette session a été ouverte. Et ça peut continuer.
mais ça va s'arrêter jusqu'à la prochaine législature qui sera mise en place. Alors, nous allons quitter cette question de la 6e législature, bien sûr. Oui, et Sylvestre? Oui, si tu le permets, puisque nous allons quitter, que les députés aussi vont quitter bientôt. Ceux qui sont là, à moins qu'ils reviennent donc dans la 7e législature. Il y a un élément important. Je crois que nous en avons pleinement parlé. Il s'agit donc de l'enquête des fonds Covid. Tout à fait. Vous savez, entre-temps, il y avait une enquête parlementaire, une commission donc parlementaire qui a été donc instruite pour investiguer sur ce cas de fonds Covid. Et selon nos informations, la commission, les 27 députés ont fini depuis donc les travaux. Puisqu'il y a 45 jours qui leur a été accordé. Justement, ils ont fini leurs travaux. Et selon nos informations, le rapport a été donc remis à la présidente de l'Assemblée nationale. Depuis janvier, selon nos informations. Mais d'ici là, il y a rien. La présidente de l'Assemblée nationale ne dit rien là-dessus. Or, les Togolais doivent savoir, et je le dis, comment est-ce que ces fonds Covid ont été gérés. Que dit la commission parlementaire mise sur pied donc par le Parlement. Il faudrait nécessairement qu'ils disent quelque chose au peuple togolais avant de partir. Puisque après les élections du 20 avril, lorsque les nouveaux députés vont prendre fonction, je ne pense pas que ce soit eux qui véritablement nous disent la manière dont les choses sont passées. Donc il faudrait que la présidente de l'Assemblée nationale puisse situer le peuple togolais sur la gestion des fonds Covid avant de partir. Et je l'ai dit, le rapport, il y a un président donc, d'un groupe parlementaire qui a même écrit là-dessus, qui a véritablement confirmé que le rapport est remis donc à la présidente de l'Assemblée nationale. Donc il est temps, il faudrait véritablement qu'elle puisse communiquer là-dessus. Que dit ce rapport-là? Et s'il le faut, le mettre donc sur le site donc de l'Assemblée nationale. Bon, nous irons télécharger, nous allons lire et voir que disent donc ces 27 députés qui ont enquêté sur ces fonds Covid-là. C'est important. C'est important. Il faudrait rendre compte donc à la République. Oui, voilà. Oui, c'est très important parce qu'on ne peut pas commettre une enquête parlementaire sur quelque chose qui a été fait parce que c'est eux-mêmes qui se sont remis en cause pour dire on va mettre en place une commission d'enquête pour que les gens sachent, les Togolais sachent comment les fonds Covid ont été gérés. Les gens ont eu 45 jours. Cette commission a eu 45 jours. Elle a interrogé des gens. Elle a interrogé ceux-là qui sont incriminés dans cette affaire. Elle est venue, cette commission, remettre le rapport en bonne et due forme à la présidente de l'Assemblée nationale, puisque c'est elle qui devait nous communiquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le 2e mois. C'est-à-dire janvier, depuis janvier, on a remis l'enquête. Oui, 3 mois. 3 mois. Et est-ce que c'est un black-out sur cette enquête? Est-ce que c'est un black-out qu'on veut faire sur cette affaire de rapport Covid? Ou bien, on attend quoi? Je ne sais pas ce qui va se passer par après. En principe, la première préoccupation de la 6e session qui a été ouverte, de la session qui est ouverte aujourd'hui, la première des choses, c'est de dire aux députés, parce que ce n'est pas tout le monde qui était dans la commission, d'annoncer aux députés que voilà, nous avons eu le rapport. Et voilà ce qu'il dit. Et là, à partir de là, puisque c'est les représentants du peuple, la population elle-même saura ce qu'il y a dans ce rapport, qui a fait quoi lors de la gestion de ces fonds Covid. Mais si on s'était, c'est tout comme il y a un blackout total. Le président de l'Assemblée nationale doit faire tout par rapport à ce rapport-là, situé les gens. Voilà, et Sylvestre, qu'est-ce qui peut bloquer le fait de publier rapidement ce rapport? Bon, oui, c'est une question pour un champion. C'est une question pour un champion parce que pour moi, rien ne justifie. D'autant plus que la Constitution dit que le député, c'est un élu de la nation. Ils sont, en réalité, le thème même approprié, c'est la représentation nationale. Tout à fait. Donc, ils sont une émanation du peuple. Ils sont élus par le peuple et donc, ils ont le devoir de dire en réalité à ce peuple-là ce qui s'est passé dans la gestion des fonds Covid. La Cour des comptes a sorti un rapport. Nous avons vu la réaction donc du gouvernement qui est allé donc au Parlement. Après, il y a eu, disons, quelques confrontations entre les membres du gouvernement et la Cour des comptes. Oui. Après, il y a eu peut-être non satisfaite la représentante nationale a décidé donc elle-même donc de créer une commission d'enquête parlementaire et d'aller investiguer sur les fonds. Ça a été fait. 27 députés ont été commis pour cet exercice-là. Ils ont fini le rapport.
Ils ont remis le rapport depuis janvier à la présidente de l'Assemblée nationale et jusqu'à mars, aujourd'hui, on se tait. Or, le Parlement quitte bientôt. C'est-à-dire, la 6e législature quitte bientôt. Donc, il faudrait nécessairement qu'on nous fasse le bilan, qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé dans la gestion des forts Covid. Maintenant, si on se tait, vous savez, ça peut partir dans tous les sens. Il peut y avoir des supputations. Les Togolais peuvent se dire, bon, d'accord, eux-mêmes, ils ont vu que, voilà, quoi, ce qu'on disait. Puisqu'il y a beaucoup qui parlaient de malversation, il y a beaucoup qui pensaient que les gens ont encore mis par devers eux et tout. Maintenant, c'est l'occasion de situer le peuple, de nous dire, en réalité, oui, il y a malversation. Non, il n'y a pas malversation. Oui, il y a détournement, il y a concussion, corruption, tout. Non, il n'y a pas ces cas-là, souvent, donc, cités au sein de la masse. Donc, la présidente de l'Assemblée nationale doit, c'est une obligation, puisqu'elle est également la représentante du peuple, c'est une obligation. Donc, elle doit dire quelque chose donc, au peuple togolais. Donc, attendons que cela se fasse. Mais maintenant, si on se tait, bon, chacun va tirer ses conclusions. D'accord, chacun va tirer ses conclusions. Et Abbas, est-ce que c'est possible alors de remettre plutôt ce rapport à l'autre législature, c'est-à-dire la 7e législature, pour une publication, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses également qui sont à l'ordre du jour par rapport à cette session qui est ouverte hier. Oui, bon, on dit les hommes passent, mais les institutions restent. Si les institutions restent, il y aura des choses qui seront remises à l'autre législature, à l'autre mandature. Espérons que si d'ici là, la présidente de l'Assemblée nationale ne nous communique pas ce qui a été dit dans ce rapport, elle va le faire pour la prochaine législature, elle va remettre ça à la prochaine législature pour que ça se fasse. Parce que ce qui se passe, on a toujours dénoncé le manque de communication. Il faut communiquer, dire ce qui se passe pour éviter les soupçons de tous ordres. Les gens disent, bon, on a fait ceci, on a fait cela, on suspecte ceci, cela. Et c'est par rapport à ça, puisque ces fonds-là, ce n'est pas les Togolais seuls qui ont cotisé. Il y a des partenaires qui ont contribué pour qu'on puisse chasser, pour lutter contre le Covid-19 là. Aujourd'hui, les gens ont mis l'impression même qu'il faudrait qu'on sache l'origine, puisque tout ce que les membres du gouvernement sont allés dire au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ces fonds pour s'expliquer, les gens disent qu'ils ne sont pas convaincus. Donc, c'est cette conviction qui a manqué et l'Assemblée nationale dit, bon, nous allons mettre en place une commission d'enquête. Et la commission là a eu 45 jours pour faire ces enquêtes, pour rencontrer les personnes. Elle est revenue, elle a pondu son rapport. Le rapport qu'elle a pondu, il dit, bon, puisque c'est la présidente qui est responsable, on lui soumet ce rapport-là, mais à elle de... Je ne sais pas si elle veut, dans sa discrétion, dire que, bon, je garde ça. Si je garde ça, et on fait le silence total, ce n'est pas bon, il faudrait communiquer. Oui, pour situer les gens, effectivement, que le rapport a été fait, mais il y a ceci, il y a cela, parce que lors des discussions au Parlement, il y a certaines choses qui sont sorties, on a dit non, bon, que c'est sous le fait, puisqu'il y a des rapports et des factures qui ont été présentées par après. Si aujourd'hui il y a des factures qui sont présentées au niveau de ce rapport, qu'on nous communique que voilà, il n'y a pas eu de dépenses inutiles, bien de dépenses favorites quelque part. Si on communique ce qui se passe, je pense que ça va au moins taire les suspicions que les gens ont. Ici, est-ce qu'il y avait une source de l'Assemblée nationale qui dit plutôt que la présidente n'a pas encore reçu le rapport? Mais là, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et là, je vais commencer à citer les noms. Le président du NET, Jerry Tama, a écrit, et nous avons encore le titre, que le rapport a été remis à l'Assemblée, à la présidente de l'Assemblée nationale. Si vous allez encore sur son compte Facebook, vous trouverez cela. Nous avons même la capture d'écran. Alors, qui entre le président donc, du groupe parlementaire NET PDP et la présidente de l'Assemblée nationale, je ne sais pas où se trouve donc le... je ne sais pas. Ouais, je ne veux pas dire qui. Pourquoi on n'a pas encore remis le rapport? Puisque les 45 jours sont déjà passés. Les 45 jours sont déjà passés. Donc, s'il y a ce problème qu'on n'a pas remis, il ne faut pas qu'on fasse des avocats de défense. Nous sommes même à l'heure du digital. Nous sommes à l'antenne que les gens aillent donc sur la page Facebook donc, de Jerry Tama, puisque là il est Jerry Tama. Il a bel et bien écrit, nous avons encore la capture d'écran, que le rapport a été remis
à la présidente de l'Assemblée nationale. Maintenant, si la présidente de l'Assemblée nationale dit qu'elle n'a pas reçu le rapport, je ne sais pas là où se trouve donc là, ça devient celui qui quoi. Ça devient notre problème. Alors, nous allons quitter le sujet. Nous savons que, depuis le dimanche, il y a la classe politique, surtout de l'opposition, qui a été frappée par un deuil. Et c'est le décès alors de Agbeome Kodzo. Et Sylvestre, vous êtes revenu alors sur le sujet et vous dites qu'Anneau Noir, ils sont morts en exil. Il y a d'abord la photo d'Agbeome Kodzo, il y a la photo également alors de Monseigneur Kodro, il y a aussi la photo de Agba Bertin. Ils sont vraiment morts en exil. Oui, malheureusement, c'est le constat. Et puis, la liste n'est pas exhaustive. Mais sauf que sur les 10 dernières années, malheureusement, les trois là, j'ai quand même précisé que la liste n'est pas exhaustive. Ils sont décédés hors de la terre qui les a vus naître. Agbeome Kodzo, qui est donc le dernier en date et qui disait qu'on voulait lui faire la peau, qui a déjà connu donc le difficile chemin donc de l'exil après l'époque où il y a eu cette dissidence là avec le RPT, le Rassemblement du peuple togolais, au temps donc du général Gnassingbé Eyadema. Donc après il est parti en exil, il est revenu, il a été arrêté, tout ça, on connaît encore l'histoire, il est de revenir sur l'histoire. Et la dernière, après la présidentielle de 2020, il est encore parti parce que disant que oui, effectivement, on voulait l'éliminer physiquement, c'est ce qu'il a dit. Et puis voilà, et nous avions appris donc le 3 mars dernier, soit 2 mois jour pour jour. Tout à fait. Après le décès donc de Monseigneur Kodjo, puis ce Monseigneur Kodjo est décédé donc le 4 janvier. Tout à fait. Agbeome est décédé donc le 3 mars, donc 2 mois jour pour jour qu'il est parti. Et donc Monseigneur Kodjo aussi, qui a connu l'exil, lui aussi pour la seconde fois, puisqu'il a connu aussi, il a fait aussi un bref séjour en exil au temps donc après la conférence nationale et après donc l'attaque de la primature. Donc lui aussi il est reparti, donc il est décédé en exil et le corps est ramené donc au pays et enterré ici. Et Sobertin Agba, oui, cet homme d'affaires aussi togolais qui a même eu une société ici de gardiennage qui emploie, qui a aussi fait beaucoup de Togolais. Donc lui aussi dans cette affaire avec l'Émirati Agba Youssef, où il y a quand même un flot total, cette rocambolesque affaire donc d'escroquerie internationale. Lui aussi, il a été arrêté, après il est libéré, plus tard, donc il a connu donc le chemin de l'exil. Nous l'avions appris la dernière, je crois, la date, lui aussi il est décédé donc, selon les informations en Afrique du Sud, et ramené donc, et inhumé donc, il y a quelques mois donc, à Accra. Donc voilà un peu la situation. Mais c'est un constat, c'est un triste constat que les fils donc, de ce pays sont obligés donc, de s'exiler jusqu'à décéder en exil, parce qu'aujourd'hui, il y a dans la liste longue, il y a Chikwi Achadom qui est en exil, il y a Akela Soboko qui est à l'exil, il y a le commandant Olivier Amapoko qui est en exil. Je crois que la liste est longue. Je touche du bois. Est-ce qu'eux aussi vont subir donc le même sort? C'est la question que je me pose. Et puis, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Mais s'il y a des faits qui se passent dans les pays ou dans les régions voisines, il faudrait que nous puissions nous en inspirer, parce que la Côte d'Ivoire a connu donc une guerre civile. Il y a beaucoup donc d'Ivoiriens, plus de 2500, voire 3000 morts dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, Charles Blé Goudé a accusé comme ceux qui ont commis. Charles Blé Goudé est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai que il a été arrêté d'abord au Ghana, puisqu'il s'est exilé au Ghana, arrêté, extradé à la Cour pénale internationale avec tout le procès qu'on a suivi. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé donc est en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation nationale. Il avait demandé tant son passeport, ça traînait, mais finalement après il est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est là, il peut encore faire acte de candidature. Voyez-vous, c'est cela
les points forts donc de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous avons fait une réconciliation nationale au Togo. C'est vrai que les choses ne sont pas passées comme beaucoup de Togolais l'auraient souhaité. Mais avec ce que fait aujourd'hui le HCOM en réparant donc les dommages et tout, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, je crois que s'il faut aller aussi à un apaisement politique et demander, pourquoi pas, bon, c'est aux politiques donc de l'envisager, faire donc une amnistie totale et demander donc à tous ces Togolais-là qui, à un moment donné de l'histoire politique du Togo, ont pris peut-être des positions contraires donc au pouvoir actuel, demander à ce que toutes ces personnes-là reviennent au Bakaï et qu'il y ait quand même une certaine assise politique, que les gens se comprennent et puis pour que la République puisse véritablement prospérer. Et maintenant, si certains sont ici et d'autres sont là et qui décèdent, j'ai appris même la dernière fois que le commandant, je crois, il est chef d'escadron, Akil Assoboko l'ancien, qu'il a perdu sa maman. Bon, il avait demandé donc de revenir, mais il n'a pas eu d'autorisation. Vous savez, tout cela crée des frustrations. Et puis les îles n'est pas souhaité à tout le monde parce que vous êtes coupé donc de la chaleur familiale. Vous êtes même coupé donc de votre langue parce que vous vivez dans un pays où vous êtes obligé de s'adapter. Tout est différent donc de chez vous. Il n'y a pas meilleur endroit que chez soi. Donc bon, plaidons qu'un jour on puisse faire table rase de tout ça et permettre à tous ceux qui sont en exil de rentrer pour qu'ensemble donc on puisse construire donc cette nation qui nous est chère. D'accord, merci beaucoup Sylvestre. Nous allons observer une pause, on revient juste après pour le même sujet. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Abbas, nous évoquions la question avec Sylvestre, la question de ceux qui sont décédés en exil. Et aujourd'hui, oui, cette question que Sylvestre évoquait, est-ce que ce n'est pas aussi crucial que ça? Parce que c'est vrai, Sylvestre a donné même des exemples d'autres pays où, quand il s'agit de la réconciliation, on a fait venir même d'ailleurs ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont en exil, on leur a demandé alors de rentrer. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui alors de faire entrer même d'ailleurs tous ces gens-là qui sont en exil? Ouais, bon, c'est un peu compliqué par rapport à la situation que nous vivons. On peut leur demander de rentrer. Il y a certains même qu'on va demander de rentrer, ils vont dire qu'ils n'ont pas confiance en ce que leur demande de rentrer. Parce que nous vivons dans une situation, la crise de confiance est devenue un truc. Puisque là, c'est au pouvoir en place alors de mettre les dispositions nécessaires pour que ces gens-là reviennent. Oui, là, si on met les dispositions nécessaires, il peut mettre les dispositions, mais il va te dire que je n'ai pas confiance en ce pouvoir-là pour que je revienne. Si je reviens et puis quelqu'un me fait quelque chose quelque part. Mais dans tous les cas, c'est qu'il est très indispensable que tous les Togolais vivent chez eux. On n'a pas besoin de laisser quelqu'un à l'extérieur. La vie en exil, ce n'est pas une vie dorée. Hein. Père Alam Dagouémé, c'est là qui pourra même décrire comment il a vécu son exil de 2002, où
elle a été dépaumée complètement. C'est-à-dire qu'il a dépensé tout son argent même pour ses avocats, tout ça là, pour sa défense en 2002, lorsqu'il a fait sortir son pamphlet là, et il est parti. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous êtes loin, coupé de toute réalité de votre pays, toutes les réalités de votre famille. Vous ne savez même pas ce que votre famille vit. Et je ne sais pas si c'est les téléphones que vous allez vous... Ce n'est pas ça la chaleur familiale. Mais il faut être dans son pays. C'est vrai, on dit que personne ne choisit le lieu de sa naissance et personne ne choisit le lieu de sa mort. Parce qu'on peut mourir un peu partout où on veut. On est né aussi un peu partout. On n'a pas choisi. C'est Dieu qui le décide. Mais il faut qu'on fasse tout pour que les Togolais que nous sommes, nous puissions vivre et à côté de nos familles. Je pense que ça, puisque pour passer là, il y a des procédures aussi. Si on n'est pas encore jugé, il y a des dialogues qui se font et on fait des négociations. Si quelqu'un est condamné, c'est pareil une amnistie qu'on peut le faire et la personne va revenir. On a eu cette amnistie-là en 1990 pour que les gens arrivent à assister à la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, si il y a certains qui sont jugés, on proclame une amnistie, les gens vont revenir. Mais il faudrait que cette procédure de faire revenir les exilés, que ça soit un véritable dialogue, une véritable concertation entre les acteurs politiques pour qu'on sache et redonner confiance à ceux-là qui sont partis pour dire que si vous revenez là, il n'y aura rien, qu'on prenne des garanties au niveau de l'État. L'État va prendre des garanties nécessaires pour dire que vous allez être protégé dès que vous allez revenir. Mais dire que on exige qu'ils reviennent comme ça, même si on exige et qu'on leur dit revenez, donc revenez. C'est tout comme nous revenons nous jeter dans la grue du loup. Nous allons revenir sans aucune garantie, sans aucune caution de quoi que ce soit. Donc, il faut passer par un processus de dialogue et qu'on puisse retrouver, poser des garanties à ces messieurs-là qui sont à l'extérieur, à nos frères et compatriotes qui sont à l'extérieur, qui sont en exil, de revenir. Quand ils vont revenir là, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y a certains qui sont partis d'eux-mêmes, ils ne sont pas forcés, c'est par la politique. Il y a certains qui sont partis pour dire que c'est économiquement... Mais ces gens-là estiment d'habitude que leur vie est en danger au pays. Et ils estiment que leur vie est en danger. Mais si on leur dit de revenir, ils reviennent sans aucune garantie. Mais peut-être que le danger n'est pas encore écarté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, que pour eux, le danger n'est pas écarté. Même si on leur dit de revenir, c'est que le danger est toujours là. Le danger les guette. On ne sait pas ce qui va leur arriver lorsqu'ils sont là. Parce qu'il n'y aura aucune garantie. Les autres vont dire, bon, vous voulez nous demander qu'ils reviennent. Ils peuvent revenir, il n'y a pas de problème. D'accord. Et c'est vrai que ça a été même d'ailleurs une exigence de la DMK et aussi de la DMP. Et il y a même un certain nombre de partis politiques de l'opposition qui ont toujours fait cette exigence que, sur ce qui concerne le retour des exilés, surtout politiques. Mais toujours est-il que ça ne prend pas forme. C'est quoi le souci ? Non, c'est quoi le souci ? Il faudrait qu'il y ait une volonté politique dans ce sens-là. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique parce que si nous prenons donc le cas, c'est vrai que ce n'est pas une fixation sur sa personne, mais si nous prenons donc le cas de Bokor, un jour nous avons appris ici qu'il va revenir dans son pays. Il a été reçu même sur une chaîne française, je crois, c'est TV5 Monde, où il dit demain il revient. Maintenant, le jour même de son arrivée, patatras, il paraît qu'on lui a opposé un refus, que non, qu'il n'est pas encore... il disait même dans l'émission que le chef de l'État togolais lui a donné donc le cutis de rentrée sur la chaîne, que c'est le chef de l'État, il a échangé et que le chef de l'État lui a donné son cutis de rentrée. Le jour où le monsieur s'est présenté à l'aéroport pour revenir dans son pays, patatras, il y a une situation, dit bon, que non, que bon, on a reçu l'ordre qui ne rentre pas et tout. Et après, la maman donc, du monsieur est décédé, il a souhaité encore venir au moins voir sa maman, ne serait-ce que le corps pour une dernière fois, mais il n'a pas reçu donc le cutis selon les informations. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis que c'est une volonté politique. Je cite encore la Côte d'Ivoire, puisque c'est le pays qui est proche de nous. Il y a quelques semaines, le président Alassane Ouattara
a libéré donc plusieurs détenus politiques, dont des gens qui sont proches de Guillaume Soro, qui aujourd'hui est encore en exil. Voyez-vous, on a libéré même des gens qui étaient proches de Guillaume Soro, encore que le monsieur est encore à l'exil et qui est encore dans une logique donc, d'affront avec donc, le gouvernement actuel. Ce sont en réalité des gestes forts, FORTS, des gestes forts qui donnent donc une certaine idée aux gens donc, de rentrer. La preuve, ils sont là. Blegoudé est rentré, il n'est pas inquiété. Laurent Gbagbo est rentré, il n'est pas inquiété. L'ancienne femme donc, de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, a été, je crois, graciée. Donc, ce sont quand même des gestes que si ça venait donc, du chef de l'État, ça peut véritablement donner des idées à tous ceux qui sont en exil. Voilà, si ça vient du chef de l'État, donc ça veut dire que nous avons des garanties. Si on rentre, ça veut dire qu'on prendra un certain nombre de dispositions pour nous protéger. Donc, je veux véritablement que ça vienne donc, du chef de l'État togolais. Et là, vous verrez que ce sera le déclic. Déjà, sur le terrain, il y a des efforts qui se font en ce qui concerne donc, le HICOM et tout cela. Je crois que si cela vient s'ajouter à cela, je pense que ce serait véritablement le déclic. D'accord. Abbas? Oui, j'ai dit, c'est vrai que ça peut venir du chef de l'État. Et le chef de l'État peut décider où revenir. Mais par après, de l'autre côté, c'est qu'il y a des zélés quelque part qui posent des actes. Et lorsqu'on va dire que c'est des éléments incontrôlés qui l'ont fait, le chef de l'État peut dire avoir la volonté de revenir. Si vous prenez l'exemple de Tikou Achadam, si on lui dit de revenir aujourd'hui, dans ces conditions, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce qu'il va revenir ici? Pour le moment, il faudra que la condition soit favorable d'abord. Il faut avoir des conditions. Le chef de l'État peut dire, bon, j'appelle tous les exilés à rentrer paisiblement chez eux, à vivre en paix. Il n'y aura pas de choses. Des garanties peuvent être prises pour leur arrivée. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que ces garanties-là, on peut avoir à côté des éléments incontrôlés, des zélés qui sont là, qui vont leur causer des problèmes. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait que ces exigences, ou bien ces demandes, soient sorties d'une volonté politique qui se réunit et qu'on puisse prendre des gages. Parce que vous avez dit, Sylvain a cité le cas de Boko tout à l'heure. Boko, on lui a dit, le chef de l'État a accepté qu'il revienne. Mais par après, quelqu'un, on lui a dit, tu n'as pas le droit de quitter, de prendre le vol là. Et voilà qu'il y a une autre personne qui met en cause alors ce que le chef de l'État a dit. C'est ça que je dis, qu'il y a des problèmes. Si tu prends le risque de le faire parce que le chef de l'État a dit et que tu viens tomber dans le gueule du loup, c'est que c'est toi qui l'as cherché. Il faut des conditions préalables, les conditions nécessaires, urgentes pour qu'on ait des garanties que ces personnes-là reviennent et rien ne va leur faire. Parce qu'on peut citer même l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Guillaume Soro même ne peut pas arriver à revenir? S'il revient, c'est qu'il y aura des choses. Aujourd'hui, s'il y a des volontés, une volonté politique, effectivement, et que d'habitude les chefs de l'État prennent des dispositions et des mesures, mais il y a certains qui les violent. Et après, on parle que le chef de l'État n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Or, c'est déjà trop tard. Non, moi, je pense que c'est plutôt des faux fuyants. Et en cela, je ne suis pas d'accord avec Abbas parce que, vous savez, nul ne peut défier un chef d'État. Un président. C'est un chef d'État quand même. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Le chef de l'État. Nul ne peut défier un chef d'État. Un président de la République, nul ne peut le défier. Un président qui prend une disposition et on se dit qu'il y a des éléments incontrôlés ou des... Mais écoutez, s'il prend des dispositions, si c'est des éléments incontrôlés, on les neutralise. À moins qu'on joue un double jeu. C'est pourquoi je dis que c'est des faux fuyants. Le président de la République ne peut pas prendre une décision et qu'on peut dire qu'il y a un groupuscule ou une poignée d'individus qui sont quelque part. Ils ne sont pas chefs d'État. Et qui remettent en cause ce qu'un chef de l'État, le chef d'État, lui ne peut défier. Si vous défiez un chef d'État, vous défiez une république. Vous défiez la nation. Donc s'il prend une disposition aujourd'hui,
Et s'il le veut, il assume avec toute la force donc, que la loi et les textes lui donnent comme président donc, d'une nation. Mais il prend des décisions, il prend des dispositions à propos. Il ne veut pas dire toi rentre et qu'un groupuscule va dire qu'ils vont mettre en cause la décision du chef de l'État. S'il le dit, ça veut dire qu'il assume. À moins que on est dans des faux fuyants, on est dans un double jeu, et puis on donne peut-être pas la main gauche, on prépare d'autres par la main droite pour contrecarrer. Sinon, dans une république, un chef d'État se respecte et nul ne peut le défier. D'accord. On l'a défié par rapport à la décision de... il a autorisé Boko à rentrer, mais qu'est-ce qui a empêché Boko de rentrer? Justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un double jeu. Voilà, donc il ne faut pas parler de faux fuyants. C'est que c'est le risque. Quand tu prends le risque de revenir, c'est que c'est toi qui t'engages dans cette vie. Donc, si tu veux revenir, parce que le chef de l'État dit reviens, tu reviens avec toutes les garanties. Mais si tu te décides à revenir, c'est que tu viens avec tes risques dans les conditions où nous connaissons ici. D'accord. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Nous allons parler des législatives et des régionales qui nous attendent le 20 avril prochain. Alors, Sylvestre, à la une de votre journal La Machette, ce matin, vous écrivez « Élections législatives et régionales 2024, les évêques ont soif du nouveau ». Oui, véritablement, les évêques ont soif du nouveau. Donc, dans leur première session ordinaire qu'ils ont tenue, je crois, c'est le premier, oui. Donc, ils ont fait un message, ils ont adressé donc un message à la nation. Et dans le message, les évêques disent clairement qu'ils ont soif du nouveau. Et ils ont précisé entre les lignes que de mémoire d'hommes généralement, les élections au Togo riment avec des soupçons de manque de transparence, d'irrégularité, et tout cela et se solde parfois par des drames, des situations dramatiques. Donc les évêques veulent véritablement que on ait une autre couleur de ce que nous avons vu jusqu'à présent, que les choses se passent bien, et donc voilà en fait, parce que généralement dans notre pays, lors de ces périodes-là, on voit tellement de choses qui n'honorent pas. Donc, tel qu'ils l'ont dit, je crois que c'est le vœu donc de tous les Togolais. Si c'est Kodjo qui est vainqueur donc, du scrutin, donnez donc le poste à Kodjo. Et inutile donc de passer par des superflus, des artifices et tout ça, et ne serait-ce que pour donner à Kossi, et après il y aura des problèmes. Donc, prions quand même. Bon, on a toujours prié, puisque les évêques aussi ont demandé donc aux peuple togolais de toujours prier. Donc, prions pour que les choses se passent cette fois-ci donc dans les règles de l'art, dans les normes, dans les standards internationalement admis en matière d'organisation donc de l'élection, puis qu'au soir donc du 20 février, que ça soit une fête ou après la proclamation des résultats, que le vainqueur ou le vaincu reconnaît véritablement qu'il a perdu les élections, qu'il appelle donc le vainqueur pour le féliciter. C'est cela, donc la bonne démocratie, c'est ce que nous souhaitons pour le pays. Et Sylvestre, il semble que Abbas a déjà la réponse à votre prière, parce que Abbas, le moyen libéré, vous titrez à la une de votre journal ce matin, législative et régionale du 20 avril 2024, tout est mis en œuvre pour des élections consensuelles et apaisées. Et Abbas, vous écrivez également sécurisation du processus électoral, aucune bavure, essai ni inconduite ne sera toléré. Oui, effectivement, on voit que c'est lors des élections que les violences surgissent, surtout lorsqu'il y a les forces de, comment on les appelle, Fosel, cette fois-ci c'est Fosel. C'est Fosel, il y a elle à la fin. Oui, il y a R à la fin. Donc, qui sont mises en place pour sécuriser ces élections. Donc, pour éviter ce qui se passait auparavant dans les élections, lors des élections où il y a eu des bavures policières, des bavures par-ci, par-là. Le ministre de la Sécurité, Madjouba Kalis, a commencé par sensibiliser les éléments de Fosel R pour leur demander de calmer le jeu pendant les élections. Il ne faudrait pas qu'il y ait des bavures, parce que ces gens de bavures, c'est ça qui conduit souvent à beaucoup de choses. Au Togo, le Togo est mal vu. Donc il y a une formation, il a déclaré là à leur endroit que cette fois-ci,
pour ces élections, aucune bavure inconduite ne sera tolérée. Donc celui qui va commettre ces bavures va se voir sanctionné très sévèrement. Donc c'est les sensibilisations qu'il est en train de faire, et surtout tout le temps du trottoir avec les Fouzelles, parce que les Fouzelles là, ils sont au niveau de Lomé, de toutes les villes du pays. Donc on les prépare d'avance à faire de telle sorte que tout se déroule dans le calme et sans problème. Parce que quand les élections ne seront pas après tout la violence, quand on fait l'élection, c'est la fête, quelque chose comme ça. On ne peut pas dire que les gens finissent de voter et après ils sortent avec des blessures, ils sortent avec des morts sous les bras. Donc c'est cette sensibilisation qui est en train d'être faite au niveau de Fouzelles. Et Sylvestre, souvent c'est les résultats, au cours des résultats, peut-être après les élections bien sûr, et c'est ce qui cause souvent un certain nombre alors de dérapage au niveau même d'ailleurs avec la population, parce qu'il y a des incontestations et autres. Donc il est très important quand même de préparer les esprits et aussi arriver à éviter vraiment ce genre de choses. Oui, je crois que tu as sorti une phrase très importante. On doit préparer les esprits. Et c'est vrai que le ministre de la Sécurité, le colonel Kalis Madjoulba, est allé donc à sensibiliser donc les forces de l'ordre, ceux qui seront donc dans la force qui va donc superviser ou du moins sécuriser donc le processus électoral. Maintenant, il reste aussi à le faire de l'autre côté. Il faut aller également vers le peuple. Il faut sensibiliser également la population. C'est-à-dire les zones peut-être réputées souvent qui sont souvent tassées donc de fiefs, de contestation et tout ça. Il faut aller vers là. Vous savez, je pense que le ministre de l'administration territoriale a commencé quelque chose comme ça. Justement, il faut le faire parce que vous avez vu, il y a une scène qui véritablement donc m'a émerveillé. C'est lors donc de la rencontre Côte d'Ivoire et Mali, la CAN. À la veille, j'ai vu un commissaire qui est allé vers donc la population et qui leur dit c'est juste un match entre la Côte d'Ivoire donc et le Mali. Il n'y a rien de politique. Donc, si après le match que la Côte d'Ivoire gagne, que le Mali gagne, qui ne veut pas qu'il y ait donc des scènes de violence et tout, qui ne veut pas. Et il y a quelqu'un qui lui dit, si les gens nous provoquent, il dit, si quelqu'un vous provoque, rentrez chez vous. C'est un commissaire entré qui va parler donc au peuple, qui va parler donc à la population. C'est-à-dire, on prépare déjà les esprits. C'est pourquoi je dis que tu as sorti une phrase très importante. On prépare déjà les esprits. On dit, voilà la situation. Si jamais il y a ce genre de situation, voilà la manière dont vous devez vous y prendre. Voilà. Donc, c'est pourquoi je souhaite véritablement que de l'autre côté aussi, qu'on sensibilise beaucoup la population pour qu'il n'y ait pas donc de scènes de violence après les élections. Abbas ? Oui, effectivement, par rapport aux populations, le ministre de l'administration territoriale est aussi sur le terrain. Awadi est sur le terrain. Il a commencé depuis même les savanes, la région des savanes. Elle est en train de descendre vers ici pour sensibiliser la population par rapport à ces élections. Je vois que tous les départements ministériels qui sont concernés ont pris leur responsabilité de faire leur part. Et par rapport à la sortie des évêques, les évêques aussi sont en train de préparer les esprits à ce qu'on ait aussi des élections apaisées. Mais au cours de la rencontre, surtout à l'heure du ministre avec la population, on voit plutôt les préfets et les maires et ces autres qui sont en contact avec le préfet et le ministre. Oui, je les ai suivis. Ils ont dit, on ne peut pas inviter toute la population. Donc, il appartient maintenant aux maires et aux préfets d'aller relayer ce qu'ils ont reçu au niveau du ministre. Donc c'est pour cela qu'il y a un échantillon de personnes qui sont choisies. Et ces personnes même ont dit, nous sommes venus écouter le ministre, nous allons aller relayer ce que le ministre a dit à nos populations, puisque les maires et les préfets sont directement en contact avec les populations qu'ils ont. Donc c'est la sensibilisation qu'ils sont en train de faire. Et comme on ne peut pas rassembler tout le monde, on prend les premiers responsables, tout à fait, les représentants du pouvoir central là, pour leur donner
l'information et aller sensibiliser aussi la population. D'accord. Chers confrères, et nos auditeurs nous ont écoutés pratiquement pendant 1 heure de temps. Nous allons maintenant leur donner aussi la parole de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation d'un contrat, de la commande publique ou tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charges d'un marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différends CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP, si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Gnassingbé et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. 93.5 Canal FM. Retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous, vous le savez très bien, vous pouvez nous contacter au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, très bien. C'est Pélé, oui. Pélé, oui. Ok, je salue le plateau. D'accord. Bon, je pense que tout le monde veut des élections apaisées. Mais la question que moi je voudrais poser, pourquoi le ministre de la Sécurité peut perdre son temps? Il a de perdre son temps parce que pour une élection transparente, ça se viendra de la Syrie. On n'a pas besoin de cette formidable-là. Non, mais il faut qu'on soit clair. Pourquoi toujours, si on veut aller aux élections, il faut éviter des sociétés civiles ou des élections apaisées? Pourquoi? Il n'y a pas de civilisation. Si le ministre qui a, comment dirais-je, son service de renseignement, donc il sent qu'il y a des choses. Parce que pourquoi on veut faire des providences? C'est pour expliquer des gens encore. Les élections sont toujours apaisées. Donc que la CENI est dans sa transparence. Nous voulons agir jusqu'à présent, on ne connaît pas la constitution. C'est comme un match de football et que tous les joueurs sont sur le terrain et c'est maintenant qu'on cherche la Bible à venir. C'est ça là. C'est là où les élections se sont pour bien et à la peur. Mais il faut comprendre que la peur a quitté le camp. Le peuple togolais est debout. Merci. Merci beaucoup Pélé, bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'évangéliste Senghor. Hein? Oui, évangéliste Senghor, allez-y. Je salue vraiment le plateau là. Oui, salut à toi aussi. Je voudrais m'intéresser à la mort d'Abdelhamid Kojo. Oui, allez-y. Aujourd'hui, ce grand sable est tombé. Et jusqu'à présent, le président Paul a fait de tous ses collaborateurs, il ne dit rien. Moi, je ne sais pas bien. Abdelhamid Kojo a servi le pays. Ça a été réussi. Abdelhamid Kojo a travaillé pour ce pays. Aujourd'hui, le port, nous sommes dans cette situation, c'est Abdelhamid qui est parti. Notre port est gâté. Notre port est devenu vraiment un partout en haut. C'est un danseur. Vous voyez, comment est-ce que vraiment ce monsieur-là peut mourir et que le gouvernement va se faire? Mais ça, c'est pas normal. Vous voyez, non? Deuxième cas. Aujourd'hui, la Bible dit, je vous appelle en tant que éditeur de Dieu, elle dit, le trône du roi et le chef est affermi par la justice. Il ne peut pas applaudir notre président à l'extérieur et dans son pays, ça ne va pas. Les hommes meurent. Aujourd'hui, dans une année, 3 personnes qui décèdent pour ça, et il y a une violence absolue. Est-ce que c'est normal? Vraiment que je vous aide, mais j'interpelle à Paul Latunde et tous ces pères de ramener le corps d'Abdelhamid Kojo pour l'enterrer au pays. Sinon, le Seigneur est là. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, évangéliste Senghor. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô. Oui, bonjour, Daïsi. Bonjour. Oui, madame ici, bonjour. Oui, voilà.
Voilà, on a tout dit. Tous les jours, on dit tout. Et puis voilà. Et je dis encore RIP à M. Kodjo, qui repose en paix. Et puis, je ne comprends pas comment moi je vais servir un régime. À un moment donné, je verrai que je pourrais aussi le remplacer. Et puis, je vais crever en exil. Je ne comprends pas. Le Togo appartient à qui? Au régime. Et puis, on a dit 5 ans. Tu alternes au bout de 5 ans. Comme ça, toute la population, les agriculteurs, les artisans, tout le monde pourra gouverner ce pays en bien, quoi. Tout le monde. Comme ça, tout le monde alterne. Mais non, les gens ont décidé de bloquer la République. Personne, rien ne les inquiète, personne ne leur dit rien. Je ne suis pas d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a encore besoin de faire campagne pour que les Togolais votent utile? Est-ce qu'il y a besoin? Ils ne connaissent pas les gens, les partis politiques. Ils ne les connaissent pas. Pour qu'on encore circule chez eux, et perdent le temps et l'argent, tout le reste. Moi, j'ai parlé de faire la caution gratuite. On n'écoute personne. Les gens gouvernent comme ça, comme une épicerie. J'ai dit de faire la caution. On peut faire cette caution-là pour les élections gratuitement. Parce qu'on a l'OTR plumeuse là, et puis on a la richesse du pays. Pourquoi on va encore payer pour aller à une élection? Ça ne se passe pas comme ça dans les pays scandinaves. Et en France, je ne sais pas combien on paye, mais bon, c'est comme ça, quoi. Les gens n'ont qu'à voter utile. Voter contre le gouvernant pour qu'on avance. On n'a qu'à voter. Même les miliciens, là, les appétistes, ils n'ont qu'à voter contre eux. Merci. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit... Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est Souley. Oui, Souley. Oui, je vous appelle du port du nom de Lomé. Oui, allez-y. Bon, c'est pour aborder un sujet que vous n'avez pas essayé de numérer dans le menu du... Oui, c'est quel sujet? Allô? Oui, c'est quel sujet? Allô? Oui, allez-y. Allô? Ah, il semble que Souley ne nous écoute pas. Il n'a pas de retour. 22 21 33 74. Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, Pelé, allez-y. Bon, c'est par rapport à la mort du grand homme, c'est un grand homme. Il est parti. Mais on peut tuer un homme, mais on ne peut jamais tuer ses idées. Bon, ce que je voudrais dire, je pense que je salue de passage M. Malik Nachaba, qui était arrivé à une radio que je lui ai posé une question. Que la nuit de 5 février 2005, on a vu notre premier ministre d'alors, M. Kofi Sama, est arrivé. Catastrophe nationale, le chef de l'État n'est plus, qui devait être président de la République. La réponse de Malik Nachaba est ceci. Je te vois son histoire. Donc pour la mort d'Agbone Kodjo, je te vois son histoire. Merci. Merci beaucoup, Pelé. 22 21 33 74. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bon, non, c'est toujours l'évangéliste Senghor. Oui, évangéliste Senghor, allez-y. C'est-à-dire, vous savez, mes frères, c'est-à-dire que, disons, vous l'avez dit, ça n'honore pas notre pays. Pour tous les temps, les fils vraiment du pays qui meurent à l'extérieur. C'est la bénédiction, c'est une malédiction. Mais ce n'est pas bien. Il faut que vraiment les décideurs politiques là, qui reviennent au pays. Le Togo nous appartient à nous tous. Vous savez, peut-être moi je vois qu'aujourd'hui la mort d'Aguéome, il y a certains qui dansent quelque part. C'est une histoire. Mais aucune personne, aucune vie n'appartient à une personne. Alors, évangéliste Senghor, quand vous écoutez la voix tout à l'heure, vous allez apprendre que le soir de tout mort. Vous voyez, non? Nos vies ne nous appartiennent pas. Et la mort de quelqu'un ne doit pas réduire à quelqu'un. C'est-à-dire, s'il y a des décideurs, et on a la volonté de libérer les gens en prison, que les gens reviennent, ça met de l'exil, et il y a certaines personnes qui disent non, président, non, nous ne voulons pas ça. Il ne faut pas qu'ils viennent, il faut qu'ils fassent attention. Et vous voyez, toutes les œuvres que nous faisons sur la terre, il y a un retour sur la terre et après, l'enfer aussi est là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Senghor. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Comment vous allez? Et je vais bien chez vous. Ça va aussi. C'est Benoît Dagon. C'est Benoît. Allez-y, Benoît. Bon, moi, j'aimerais poser une question
aux députés, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont fiers d'être là-bas en ce moment en disant qu'ils vont adopter une loi? Et est-ce qu'ils sont aussi fiers de ce qu'ils font là-bas? Oui, mais, à la fin du mois. Oui, nous l'avons dit dans nos interventions, c'est la Constitution qui leur donne ce droit. Je ne refuse pas. Mais si même si comment je vais dire ça, la Constitution leur donne le droit, il y a le sens du moral. Au moment où ils savent qu'à telle date, ils doivent être remplacés, ils devaient faire pression sur le gouvernement ou bien sur la CENI d'organiser dans le délai une élection pour qu'on ait une assemblée comme la France. Vous voyez que la France, on a envoyé le projet de l'immigration et l'assemblée n'a pas été d'accord. Et le gouvernement a démissionné. Nous voulons avoir ces genres d'assemblée. Merci et bon appétit. D'accord, merci beaucoup, Benoît. 22 21 33 114. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, c'est pour aborder un sujet. Oui, c'est M. Soulé? Oui, c'est concernant les choses, les titans qui transportent les conteneurs sur nos routes. Oui. Il y a un phénomène qui s'est passé devant moi. Un conteneur s'est renversé comme ça en pleine circulation au niveau du rond-point chose. Oui, sous les 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, c'est Ali. Ali, oui, Ali, allez-y. Oui, je rends grâce à Dieu pour la présence divine dans notre pays. Parce que tout ce qui se passe, c'est des précédents dangereux que l'Assemblée actuelle est en train de créer et cautionné par celui qui cultive l'impunité au Togo, Faure Gnassingbé. Le procureur de la République doit retenir ceci. Aujourd'hui, c'est lui le procureur. Aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui est la première autorité. La présidente de l'Assemblée nationale a retenu ceci. C'est sous elle que le Togo est en train de reculer encore quand on dit que la loi leur permet de rester en fonction et ils seront remplacés par la nouvelle élue. Mais la même situation s'est posée dans la 6e législature, monsieur. Monsieur Ali, ce que je voudrais quand même que vous compreniez, c'est que la même situation s'est posée déjà dans la 5e législature. Même la 4e législature aussi. Le cas est différent. Il y avait des troubles. Est-ce que durant les 5 ans de Faure Gnassingbé, de ces 5 ans-là, quel trouble il y a eu? On a tout bloqué. Et ils disent qu'il y a boulevard. Et ils se sont amusés jusqu'à dépasser le délai. Et vous venez nous dire quoi? Quelle est la cause du dépassement de la date de l'élection? Merci beaucoup, Ali. 22, 21, 33, 114. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? C'est monsieur Seydou. Monsieur Seydou, allez-y. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de Forever. Forever, allez-y. Je vous appelle de Forever. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Concernant, il y a un monsieur qui vient de parler tout de suite que nos gens des partis politiques qui sont en exil là, qui ne peuvent revenir là, au pays, tout à c'est pas de leur volonté, ils sont là-bas. S'ils viennent, on les tue. C'est le problème, ça. Vous voyez, non? Est-ce que quand tu as une fois du leté, aller couler rentrer dans le peu que le pays n'a pas été brûlé? Donc, c'est à cause de ça, ils partent, ils meurent en exil, tout ça là. Donc, tu vois, c'est à nos gouvernants là. Et à eux de changer leur stratégie, il n'a qu'à revenir, il n'a qu'à oublier de taper le pays. Il n'a qu'à laisser les gens politiques libres. Il y a les manifestations, tout ça là. Mais si les gens font la manifestation et ils capent, ils peuvent les trouver. Ils peuvent les arrêter. Mais les gens font la marque pacifiquement, mais on les frappe, on les tue, tout ça là. Le pays nous appartient tout. C'est tout ce que j'ai. D'accord, merci beaucoup Seydou. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Le nom c'est Mauto, monsieur Mauto, allez-y. Salut le plateau. Oui, allez-y. Oui, moi seulement je veux exhorter les députés de l'Assemblée nationale, surtout ceux de la majorité. Ils n'ont qu'à faire un peu de bonne citoyenneté. Voter 5e temps la constitution, c'est pas bon. Nous avons beaucoup de problèmes au Togo.
notamment le plan de la justice, ils n'ont rien fait dans ce domaine-là. Même l'économie togolaise, c'est dans les mains des étrangers. Ils n'ont rien fait de cela. Pourquoi ils veulent changer encore une constitution au Togo maintenant? C'est pas bon. Donc, pardon, on leur demande pardon. Ils ont le pouvoir aujourd'hui. Pardon. Pour le deuxième sujet là, pour le retour avorté de M. Bokola, je ne suis pas d'accord avec votre invité, l'autre M. Abbas. Le Togo, le régime s'appuie sur toujours le produit de Fofian. Parce que ça s'est passé au temps de M. Rumbo. Lui aussi, il a pris une décision. Les autres ont pris le contraire. C'est comme ça le Togo. Un papa dans la maison qui a pris la décision que une fille qui revient dans la maison et d'autres ne vont pas les gens qui ne sont pas revenus. Je ne suis plus papa. Si moi, le papa dans ma maison, et j'ai fait ma décision que mon fils revient dans la maison et l'autre va dire non, je ne suis plus papa dans la maison. Merci, bonne émission. Merci, M. Mauto, 22 21 33 114. Je pense que nous allons recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est M. Garo. Bonjour. C'est Nyamavo. Ah, Nyamavo plutôt. Allez-y. Oui. Mes prédécesseurs l'ont dit. On dit souvent que si quelqu'un court pieds nus dans la paille, bien dans le chendan, s'il n'est pas poursuivi, il est en train de poursuivre un gibier. C'est pour dire tout simplement paix à l'âme du grand homme Agoué Kodjo. Il sait pourquoi, depuis longtemps, il nous disait qu'il est dans un champ de maïs. Tout simplement pour ne pas qu'on puisse le repérer. On sait, si on le repérait, ce qui devait revenir sa vie. Depuis un moment où on a entendu qu'il va revenir prendre son pouvoir, il n'a pas pu atteindre le sol du Togo. C'est à son âme. Et je voyageais la dernière fois. Quelqu'un me fait savoir qu'au moins, il a pu redresser le port autonome de Lomé au temps du feu. Mais le fait de viser le pouvoir, c'est ça qui est son défaut. La personne a dit ça hier. En quoi tu dis que c'est ça qui est son défaut? Il dit il a dit en substance, en kabien, Nangbango et Kolonou, l'oreille ne dépasse jamais la terre. Donc, ça veut dire qu'on peut tout faire pour ne pas viser le pouvoir. Quand tu vises le pouvoir, tu tombes en disgrâce. Quelqu'un l'utilisait hier, que si tu ne tombes pas en disgrâce, tu travailles avec le régime. Quand tu tombes en disgrâce, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voulons un Togo en paix. Vous avez parlé d'une bonne sensibilisation. Moi, j'ai fait le nom. On a été tenté par les individus d'autodéfense, habituellement appelés les miliciens. On ne sait même pas leur commanditaire. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que ceux-là, on peut les sensibiliser? Parce que quand j'étais là-bas, je ne veux pas citer le village, les gens sont rentrés dans le bureau de vote avec les gourdins. Vous savez ce qui s'est passé en 2018 ici. Les gens circulaient au vieux au sud des forces de l'ordre. Donc, dans le pièce même de l'unir, ce n'est pas réellement que c'est une pièce. Hein? Ils sont pris en otage. Et on peut faire un effort pour que les vrais résultats parviennent aux Togolais, pour qu'il y ait un réel changement. Ça nous plairait. D'accord, merci beaucoup Nyamavo. Je pense, comme je le disais, Nyamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission alors de ce mercredi. Nous revenons en plateau, chers confrères. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Quelle est votre appréciation par rapport à tout ce qui a été dit? Non, écoutez, chacun est allé donc dans tous les sens, chacun a fait son commentaire. Maintenant, s'agissant donc de ce qui est de l'actualité, en fait, avec le décès d'Agoué Omegorjo, je crois que nous saisissons encore l'occasion une fois pour présenter donc nos condoléances à sa famille biologique et politique, à ses confrères donc de l'opposition et à ses amis donc du pouvoir. Et Agoué, je crois que c'est le premier Macron que nous avions eu au Togo, puisque il a été le très jeune ministre déjà à 31 ans, 32 ans, il était déjà ministre. Ministre donc, de la jeunesse et des sports. Je crois qu'il était déjà ministre. Donc, ceux qui l'ont connu n'ont pas manqué donc de taré d'éloges, c'est un train brillant.
On a parlé donc du port, oui. Aujourd'hui, je crois, quand on parle du port, on parle d'Agbeo, mais oui, il a essayé donc de redresser donc le port autonome de Lobé. Il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Je crois que tout papa donc aurait souhaité une telle carrière donc à son fils. Aujourd'hui, il n'est plus là, donc paix à son âme. Donc le reste, c'est donc il faudrait que des dispositions soient prises. Bon, il faudrait également tenir compte de son testament. Peut-être nul ne le sait. Beaucoup sont décédés donc à l'étranger qui ont souhaité qu'il soit atterré donc à l'étranger. Bon, pour son cas, nous ne le savons pas encore. Donc, si jamais, il décide, il n'a pas prévu de telles choses, donc il faudrait quand même qu'il soit retourné au pays et enterré dignement, selon donc de manière nationale, puisqu'il a été Premier ministre et tout. Donc, il faudrait au moins, puisque devant donc un corps inanimé, je crois que toutes les inimitiés doivent normalement s'estomper. C'est ça la tradition, c'est ça la culture africaine. Donc nous souhaitons véritablement que ça se passe ainsi, qu'ils ont donc les honneurs dignes donc de son rang. Donc voilà, et puis bon, si je garde donc la parole pour le carton. Le carton de non, j'ai pas de carton, mais j'ai quand même une pensée pour le peuple ghanéen qui est fête aujourd'hui leur 67e anniversaire d'indépendance, le 6 mars. Donc bonne fête donc à tous les Ghanéens qui sont au Togo, qui sont à l'étranger, qui sont au Ghana, qui sont partout. D'accord. Abbas? Oui, je dis que il y a des gens qui sont intervenus par rapport à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas là forcément. Il a été forcé par un test qui l'oblige à continuer ses sessions en attendant la mise en place de la nouvelle Assemblée. Donc, si l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'il s'inquiète. D'ici là, vu que les élections sont déjà fixées au 20 avril, pas d'inquiétude, elle n'a qu'à continuer pour le moment. Et on aura une nouvelle assemblée d'un instant à l'autre, donc on se calme un peu. Donc par rapport au décès d'Agbouenkou, je pense que c'est la dernière volonté du monde. Mais pour le moment, on n'a même pas entendu Agbouenkou dire que je ne veux pas revenir au pays pour être enterré. Il ne faut pas qu'on me ramène. En temps, c'était Monseigneur Podjo qui avait dit qu'il ne va pas revenir au Togo tant qu'il est en vie. Il est en vie. Donc aujourd'hui, les conditions de rapatriement du corps de Agbouenkou, on ne peut pas dire que nous exigeons qu'on ramène Agbouenkou. Ça dépend de la décision de sa famille. Si la famille dit que nous allons faire les obsèques ici, à notre fils, ici, à Lomé, je pense qu'on doit le ramener, même dans son village natal, pour l'enterrer. Ça, c'est la décision de sa famille. Et à partir de là, l'État peut l'accompagner, le gouvernement peut l'accompagner. C'est ce qu'on souhaite par rapport à son action qu'il a fait pour le Togo, à tous ses actes, à tout ce comment il a fait pour s'est donné pour le Togo. C'est votre carton de fin d'émission. Non, c'est un jeune là qui croit que la vie est très facile et à la perversité dont il s'adonne. Je donne un carton vert plutôt à la police nationale qui est en train de travailler pour arrêter ces jeunes qui font le partouze. Donc je pense qu'il faut... Deux ont été arrêtés. Justement, deux ont été arrêtés. Il faut encourager la police à aller dans ce sens pour bloquer ces histoires-là qui salissent nos mœurs. D'accord. Merci beaucoup, chers confrères, d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir animé même d'ailleurs ce débat avec moi. Sylvestre, merci à toi. C'est bon. Merci Abbas d'être venu également dans cette émission. Merci à Michel Toubega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Passez une bonne journée.